Donc, bienvenue à toutes et tous à ce comptoir Octo, un comptoir qui s'intitule Fast and Curious, comment passer des données brutes à la monétisation d'informations. Je suis Pierre-Yves Lesage d'Octo Technologies, je suis partenaire chez Octo. J'ai la chance d'être en charge d'une partie des équipes data et AI. Et nous avons aujourd'hui un comptoir un peu particulier puisque nous l'avons organisé avec trois partenaires éditeurs. Donc avec Laura de SourceSpot. SourceSpot est une solution de recherche BI et de visualisation de données. Avec Hugo Barret de Dataiku, une plateforme collaborative de préparation de données et d'IA. Et puis Eric Poilvet de Snowflake. Snowflake, une plateforme de données sur le cloud. Alors, la raison pour laquelle nous avons choisi de faire ce comptoir, c'est pour vous montrer le potentiel de l'association de ces trois plateformes dans le but de résoudre des cas concrets business. Alors, avant de commencer, une petite introduction rapide, parce que, en fait, la raison pour laquelle nous avons organisé ce comptoir, c'est aussi sous l'impulsion de convictions qui se matérialisent autour du cloud aujourd'hui. Le cloud étant, pour nous, quelque chose qui transforme les entreprises et les business models, et c'est bien plus qu'une migration technologique. On dépasse certaines limites traditionnelles avec le CAD, évidemment, la résilience, la scalabilité, la performance. Ça permet aussi d'augmenter la flexibilité, notamment avec le paiement à la consommation. Et ça permet aussi d'industrialiser et d'automatiser davantage. Donc pour nous, c'est un facteur d'accélération et qui aide considérablement à réduire le time to market lorsque l'on envisage de mettre en œuvre des nouvelles initiatives. Et comme d'autres domaines, comme dans d'autres domaines, la data est un peu transformée aussi à travers le cloud, qui facilite la création de valeur et l'utilisation des données que collectent la plupart des entreprises. Donc, ce qu'on désire faire aujourd'hui, c'est partager avec vous un cas d'exemple concret qui démontre comment il est possible de rapidement passer des données brutes à des données dites augmentées, à valeur ajoutée pour l'entreprise et pour ses partenaires, et notamment à travers la mise à disposition de ces données et la capacité à répondre à des questions métiers pour l'entreprise, avec l'enrichissement de ces données avec de la data science et de manière à faciliter les décisions et à suivre l'impact de ces décisions, et puis le partage ou la monétisation de services complémentaires qui sont liés à ces données. Voilà, et je passe la parole pour la suite à Élodie. Donc effectivement, et notamment dans le retail, on parle beaucoup de la monétisation de la donnée ou de la valorisation de la donnée. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe vraiment, on se rend compte que bien souvent, ça se limite à une simple monétisation financière dans des contreparties dans les accords annuels, alors qu'il y aurait beaucoup plus de valeur à trouver dans ces données, à la fois en revenu direct et en revenu indirect. On estime qu'il y a trois manières de valoriser mieux cette donnée-là. De ne pas l'utiliser seulement en partage, et on vous montrera dans l'exemple après, pas l'envoyer seulement aux fournisseurs, mais vraiment qu'il y ait un écho aussi, donc que ce soit utilisé à la fois en interne chez le distributeur et par ses partenaires fournisseurs, pour mettre en place, notre deuxième point, des nouveaux modes de collaboration. Et ainsi, la donnée, ça ne devient plus seulement une valeur monétaire, mais ça devient aussi un nouveau mode de collaboration. Et donc, de nouvelles valeurs qui vont se créer, puisqu'en fait, finalement, on va créer des actions et des stratégies communes qui vont pouvoir aussi générer de la valeur supplémentaire. Et enfin, dans les stratégies de monétisation qui ont eu lieu récemment, il y a eu beaucoup de pertes de données, d'envoi de la donnée sans en perdre la main dessus. Donc oui, la donnée est une nouvelle or noire, mais c'est aussi quelque chose qui, si on ne la maîtrise pas, et si on ne la contrôle pas, on risque des amendes, par exemple, ça arrive, ou tout simplement d'en perdre le contrôle, et du coup un manque de confiance de la part du client final.
Aujourd'hui, et l'échange qu'on vous montrera après vous le permettra de le voir, il y a tout un écosystème technologique qui permet ce type de collaboration tout en contrôlant la donnée et vraiment du coup pouvoir passer dans des stratégies non plus seulement de monétisation, mais vraiment de valorisation de la donnée en mode collaboratif entre un distributeur et ses fournisseurs. Alors, dans ce scénario, on a une équipe qui va se présenter et qui a un rôle métier. On commence par Philippe. Alors bonjour à tous, je m'appelle Philippe, je suis catégorie manager sur le périmètre boucherie et volaille chez Distri France. Donc je gère un portefeuille de produits et je cherche à en maximiser les ventes et la rentabilité, notamment à travers la définition de l'offre produit, son animation et également le pilotage économique de mon portefeuille. Aujourd'hui, je perds vraiment beaucoup de temps à aller chercher les informations dont j'ai besoin pour construire mes reportings et je me perds dans la complexité des outils en interne. Ce dont j'aurais vraiment besoin, c'est avoir une lecture simple de ma performance commerciale et pouvoir disposer des éléments afin de développer une collaboration catégorielle avancée avec mes fournisseurs. Nelson? Allô? Oui. Bonjour, moi, je suis Nelson. Je suis data analyst et je travaille avec Philippe à Distri France. Moi, et mon principal douleur, c'est que je passe beaucoup plus de temps à préparer les données pour aider Philippe à construire des insights intelligents. Et je passe beaucoup plus de temps à préparer l'information et à la nettoyer qu'à faire des travaux qui apportent vraiment de la valeur. Moi, c'est Elodie. Moi, je travaille chez Gala Viande, qui est un des principaux fournisseurs dans la boucherie de Distri France. J'ai accès à ma disposition quelques données internes, mais plutôt des données de sell-out que des données de sell-in. Et finalement, très peu de connaissances de mes consommateurs finaux. Donc, je suis vraiment intéressée pour travailler avec Distri France parce que eux, de par leurs données de fidélité ou même en général leurs données identifiées, ils vont pouvoir m'apporter l'insight client et j'ai très envie de collaborer avec eux pour arriver à développer ma stratégie client et une stratégie commune et une activation commune qui permettent à nos deux entreprises de progresser, tout en satisfaisant nos clients. Alors, ayant constaté ces douleurs business et le potentiel d'amélioration de la performance avec la donnée, une squad data a mis en place une plateforme de pilotage et de partage de données entre Distri France et Gallia Viande, en combinant 3 plateformes d'attaque complémentaires et interopérables. Et donc Philippe, désormais, peut utiliser cette solution. Philippe qui va revoir la performance des magasins et des produits. Malheureusement, la performance n'est pas totalement celle qu'il espérait. Et Nelson, le data analyst, viendra l'épauler pour apporter des réponses et des propositions d'action. Effectivement. Donc jusqu'à là, je perdais vraiment beaucoup de temps à aller chercher les informations au sein des différentes directions métiers afin de construire mes reporting. Aujourd'hui, j'ai accès à une donnée unifiée que je peux exploiter à la fois en interne et la partager à mon écosystème. Donc aujourd'hui, je fais une analyse de ma performance commerciale sur l'année 2020. Et pour cela, je vais me connecter à Fodspot à travers un dashboard sur mon reporting financier. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais avoir quelques insights et KPI clés très rapidement. Donc, mon total chiffre d'affaires sur 2020 qui s'élève à 650 millions d'euros. Une évolution des ventes qui est positive puisqu'elle est en croissance de 21%, qui se traduit en valeur à 62 millions d'euros à travers mes 532 magasins. J'ai ensuite quelques graphiques assez visuels, notamment cette carte de la France découpée par région sur mon taux de croissance par région. Donc, je vois que mes régions sont assez inégales puisque j'ai par exemple ma région Nouvelle-Aquitaine qui est en très forte croissance de 65%, alors que j'ai d'autres régions qui sont plus lentes, avec notamment cette région Auvergne-Rhône-Alpes qui est seulement en croissance de 5%. Je vais pouvoir faire des drill down sur cette carte pour affiner mon analyse, notamment par exemple à la maille point de vente. J'ai ensuite accès à un découpage de mes ventes ici mensuelles sur 2020 par rapport à 2019
Et ce que je constate, c'est que ma performance sur 2020 a été assez bonne, cependant, elle ralentit au fil des mois, notamment pour atteindre en novembre 2020 une croissance de seulement 6% et en décembre une forte décroissance. Donc, il faut que j'analyse pourquoi ma performance en fin d'année est beaucoup moins bonne, notamment sur mon scope de produit. Donc pour cela, j'ai un graphique qu'on peut voir ici avec un découpage par catégorie de produits. Et sur mon périmètre, que je vous rappelle, est la boucherie, je constate ici que ma catégorie viande est en douleur, puisque en 2020, elle n'a connu qu'un chiffre d'affaires de 1,32 million d'euros, alors qu'en 2019, elle s'élevait à 4 millions d'euros, soit une décroissance de 67%. C'est très pénalisant dans la performance de Distrifrance, puisque la catégorie viande est une des viandes les plus porteurs, comme on peut le voir ici sur ce graphe avec cette taille de la bulle. Donc ensuite, après ce constat, je vais pouvoir aller chercher plus d'informations et plus d'insights, notamment à travers une fonction de recherche naturelle. Donc je ne connais pas forcément techniquement la donnée, mais je vais pouvoir poser des questions très facilement et requêter dessus. Donc par exemple, je vais analyser mes ventes du coup, avec quelques indicateurs consommateurs type le panier moyen sur mon mois de décembre 2020. Que je vais comparer du coup à mon mois de l'année dernière pour avoir un benchmark. Et sur ma catégorie de produits, ainsi que les familles qui y sont dedans. Donc je lance ma recherche et je vais avoir un graphique qui va s'afficher. Je vais pouvoir l'afficher sous forme de tableau pour plus de simplicité. Et donc, je vois sur mon scope de produits que j'ai 167 sous-catégories, un chiffre d'affaires de 4 millions, comme on l'a vu tout à l'heure, en 2019, un chiffre d'affaires de 1,32 million d'euros sur 2020. Je vois que mon panier moyen est un peu étrange ici, c'est parce que c'est une somme et je vais l'afficher plutôt en moyenne. Donc, je vais le faire pour mes 2 années. Et ce que je vois là très rapidement, c'est que en fait, mon chiffre d'affaires chute drastiquement, pourtant mon panier moyen augmente, ce qui est assez intéressant. Donc, par logique, ça veut dire que mon nombre de transactions a forcément baissé. Je vais pouvoir le vérifier à travers toujours la même fonction. Donc, je vais taper par exemple le mot-clé nombre de transactions et je vais relancer ma recherche. Et donc, je vois très rapidement mon total de nombre de transactions. Et ce que je vois, c'est qu'on est passé de 640 000 transactions en décembre 2019 à seulement 207 000 transactions en décembre 2020. Donc, potentiellement, mes clients dépensent plus. Cependant, ils sont beaucoup moins à venir acheter ma catégorie viande. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir exporter ce tableau pour le retravailler sous forme Excel très rapidement. Mais je peux également le retravailler ici sur Hotspot, notamment en ajoutant des formules type l'évolution du nombre de transactions, par exemple. Donc c'est très rapide, c'est comme un fonctionnement sur Excel. Je vais taper le nombre de transactions sur décembre 2020, moins le nombre de transactions sur décembre 2019, et j'ai plus qu'à le diviser. Et donc j'ai cette colonne qui s'affiche en plus sur mon tableau que je peux exploiter. Donc j'ai vu que sur ma performance de 2020, malheureusement, la fin d'année n'était pas très bonne, j'atteins pas mes objectifs commerciaux. Ce que je vais voir maintenant, c'est comment la tendance va évoluer sur 2021. Pour cela, j'ai un module de forecast qui a été travaillé par Nelson, que je vais pouvoir visualiser ici sur mon dashboard. Donc, ce que je vois sur ma catégorie viande, c'est qu'effectivement, en fin d'année 2020, ma performance était descendante et que malheureusement, sur 2021, elle ne va pas s'améliorer selon mes différents scénarios, puisqu'elle va rester en deçà de mes objectifs commerciaux. Donc, je vais décider d'appeler Galia Viande mon principal fournisseur pour pouvoir qu'on mette en place une action corrective, par exemple à travers une campagne promotionnelle avec des coupons. Et je vais également appeler Nelson pour qu'il puisse me donner plus d'insights à travers une segmentation client pour pouvoir targeter mes clients avec le plus de potentiel. C'est moi qui prends la main. Et bonjour, je suis Nelson et moi j'ai reçu l'appel de Philippe. Lui et moi, on a travaillé plusieurs fois ensemble et je vais vous montrer comment on a travaillé avec les DataIQ et Snowflake pour accélérer notre processus. Notamment, on a travaillé d'abord dans un projet de segmentation des clients où on a pris l'information disponible dans la carte de fidélité des clients,
les comportements d'achat et des données externes qu'on a pu croiser directement dans Dataiku. D'autres projets qu'on a travaillé, c'est notamment les forecasts que Philippe vient de regarder. On a pu faire un forecast par segmentation et il a pu prendre des actions correctives avant qu'il soit trop tard. Cette fois-là, c'est grâce à cette analyse qu'il déclenche une campagne promotionnelle, mais il a besoin de savoir qu'ils sont les clients les plus sensibles à cette campagne. C'est pour ça qu'on va construire un modèle de classification pour cibler les clients les plus pertinents. Et dans Dataiku, on peut partir directement dans les données disponibles dans Snowflake, sans besoin de bouger l'information dans différents systèmes d'information, on peut y accéder directement. En plus, on peut, comme vous voyez là, Dataiku, il est capable de déléguer le pouvoir de traitement à la base de données. Comme ça permet que le traitement de l'information soit optimisé et ça rend les tâches beaucoup plus rapides. En plus, Dataiku dispose de plusieurs recettes visuelles qui sont des tâches automatiques pour traiter l'information. Ça me permet d'économiser beaucoup plus de temps dans mes tâches de la journée. Ce qu'on va faire là, c'est construire un modèle prédictif. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est que Dataiku, il crée des différents modèles, il les teste et il me dit c'est quoi le meilleur modèle pour déployer en production. À la fin, il me présente une synthèse où je peux regarder les comportements du modèle et les différentes variables qui vont m'expliquer comment le modèle travaille. Ici, par exemple, on peut constater que les clients de la segmentation amateur de cuisine ont beaucoup plus de... Et en fait, directement l'évolution de la campagne promotionnelle. Mais moi, je suis bien conscient que Philippe, il aimerait avoir un insight beaucoup plus centralisé et facile à intégrer. C'est pour ça que j'ai créé un dashboard. Dans ce dashboard, j'ai mis à disposition les résultats du modèle, ainsi que par exemple, un outil de simulation de scénarios où on peut cibler les différentes variables et voir l'impact dans la réponse du modèle. Et à la fin, ce que Philippe a besoin, c'est d'un insight qui lui permette de lancer la campagne promotionnelle. C'est pour ça que j'ai créé cette table où on a mis tous les utilisateurs triés par la probabilité d'acheter de la viande avec notre coupon. Et le ranking, c'est là disponible pour Philippe pour qu'il puisse travailler avec ces données et lancer la campagne promotionnelle. Et je passe la main à Philippe. Je crois que tu es en mute, Pierre-Yves. Vas-y, Philippe. Donc on va passer en fait à l'épisode 2, donc, qui se déroule 2 mois plus tard, la campagne promotionnelle. Donc sur une troisième étape, je vais analyser les résultats de cette campagne promotionnelle et ensuite, dans une quatrième étape, Elodie va visualiser les insights qui ont pu être créés et, à travers son interface fournisseur. Donc je vais reprendre le partage. Donc, grâce aux insights partagés par Nelson, j'ai pu targeter mes clients avec le plus de potentiel à travers ma campagne promotionnelle. Et maintenant, je vais mesurer du coup les résultats de cette campagne 2 mois après. Donc pour cela, je vais toujours utiliser Hotspot avec plusieurs graphiques qui me sont présentés. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un graphique sur l'évolution de mes ventes réelles.
Donc, on a toujours cette chute sur fin décembre 2020 qui n'a pas changé, bien sûr, et on constate que la campagne a permis de corriger cette tendance puisqu'on connaît une nouvelle croissance sur les premières semaines de 2021 et on constate que ces ventes sont environ 30 à 40 fois supérieures au forecast qu'on avait établi initialement. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ensuite, je peux analyser du coup mon scope des ventes sur ma catégorie par semaine. Et on constate que les ventes ont accéléré à partir de la semaine 3 pour connaître un pic en semaine 5 avec une croissance de 30%. Et enfin, grâce aux insights partagés par Nelson, j'ai pu obtenir des graphiques me permettant d'afficher une segmentation client que je n'avais pas facilement accès avant. Donc ici, on constate que notre segment amateur de cuisine, qui est notre segment stratégique, connaît une croissance sur notre cumul à date 2021 par rapport à la même période de l'année dernière, puisqu'elle passe de 26,7% à 30,2%, soit environ 3 points de plus. Ensuite, sur mes segments secondaires type famille et épicurien, je reste plutôt stable, donc c'est plutôt une bonne nouvelle également. Ce qui est intéressant également, c'est que sur mes segments stratégiques, mon panier moyen a augmenté. Type sur mon amateur de cuisine, celui-ci a connu une croissance de 25% pour atteindre un panier moyen, comme vous pouvez le voir, d'une vingtaine d'euros. Enfin, je vais avoir des résultats sur ma campagne promotionnelle en elle-même avec des KPI clés que je vais partager rapidement à Elodie pour pouvoir les monétiser justement. Merci Philippe. Du coup, moi, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur mon compte Hotspot, qui n'est pas spécifique d'Istri France, mais qui regroupe à la fois les données que moi, je peux avoir, notamment de sell-out et puis aussi de mes panels marchés. Et puis, un nouveau rapport que, grâce à Philippe et à la collaboration que j'ai avec Distri France, je vais pouvoir avoir en spécifique sur cette campagne promotionnelle et les clients, et donc la segmentation client. Donc, en fait, moi, ce que je vois, ça, c'est mon dashboard tel que je l'ai d'habitude. Il n'est pas spécifique, comme je le disais, d'Istri France. Et je vois qu'effectivement, le bilan qu'avait fait Philippe sur sa catégorie, moi, je le voyais aussi chez Galaviande. On a souffert l'année dernière. J'avais du mal. J'avais des ventes inférieures en 2020 par rapport à 2019. Et grâce, depuis cette campagne-là notamment, et d'autres actions que j'ai pu faire, mais vraiment surtout grâce à Distri France, je vous montrerai après, j'ai réussi à redresser le tir et à réaugmenter mon chiffre d'affaires au début de l'année 2021. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée-là. Donc là, comme je vous le disais, en fait, je reprends aussi toutes mes données. Tout n'est pas que du partage des données de Distri France. Donc, je peux voir dans quelle région je vends, comment se décompose ma catégorie selon ma vision de la catégorie. Et puis surtout, là, ce qui m'intéresse par rapport à cette discussion que j'ai avec Philippe, c'est que je vois Distri France, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est mon principal distributeur avec lequel je travaille. On a des très fortes parts de marché. Et malheureusement, en 2020, j'ai vu une baisse un peu partout, mais chez Distri France en particulier. Donc, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. Et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir fait cette campagne promotionnelle et de commencer cette collaboration autour de la data et de l'insight avec Philippe, parce que je vois que là, j'ai une bonne tendance sur 2020 et j'espère que je vais pouvoir continuer. D'ailleurs, en fait, grâce à ce que… Donc ça, c'est mes données classiques que je vois tout le temps, qui sont un mix de mes données sell-out et de mes données marché. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est que grâce à cette collaboration que j'ai faite, Philippe, il a aussi été capable dans mon hotspot et relié avec les données hébergées sur Snowflake, de me partager les résultats de la campagne. Donc, c'est une vision un petit peu simplifiée de ce que lui avait. À la fois un peu simplifié, mais aussi avec un focus sur ma marque. Donc, je vois tout de suite des visions que je n'avais pas avant, puisque je n'avais pas de données clients, donc je ne pouvais pas bien savoir qui étaient mes cibles clients et comment elles se comportaient. Donc, comme le disait Philippe, je vois très bien mes amateurs de cuisine et famille qui pèsent lourd sur la catégorie, mais qui pèsent aussi très lourd pour Galaviande. Donc, c'est des segments qui sont particulièrement importants pour moi. Un très bon taux d'utilisation de la campagne, comme le disait Philippe,
avec effectivement un vrai taux d'utilisation sur mes segments cœur. Les amateurs de cuisine, c'est vraiment ceux que je cherchais à cibler, et c'est ceux avec Philippe qu'on avait voulu vraiment développer parce qu'ils pèsent lourd. Donc ça, c'est particulièrement important pour moi et je vois des très bons résultats sur cette campagne. Je peux aussi voir exactement comme le voyait Philippe, hein, je fais un miroir sachant que lui, il a partagé ce qu'il voulait bien partager et bien sûr des visions qu'il peut avoir plus approfondies, il ne me les a pas forcément partagées. Mais en tout cas, j'ai un vrai partage de cette donnée et de cet insight. Et moi, ça me permet, de montrer, de voir l'impact, de voir à la fois chez Distri France et au sein de mon entreprise globalement. Et du coup, ça me donne vraiment envie de continuer à travailler avec Philippe pour mettre en place de nouvelles actions comme celle-ci et puis même encore plus créer un vrai plan d'animation client annuel et un plan de catégorie management annuel pour continuer à travailler ensemble et à développer ces catégories. Alors merci beaucoup Philippe, Nelson et Elodie dans ce petit jeu de rôle. Alors juste pour terminer cette présentation, une petite planche là qui vous présente les différentes solutions qui ont été utilisées dans cette démo. Avec SoulSpot, dont vous avez vu la majorité des écrans qui sert à fournir des insights en mode search, avec DataIQ qu'a montré Nelson, qui s'intègre avec Snowflake et qui permet justement ces modes de collaboration autour de la data science, et puis avec Snowflake, la plateforme data, qui derrière peut s'installer aussi sur différents types de cloud comme Google, AWS ou Azure. Voilà, et ceci conclut notre démo et nous allons passer aux questions. Merci Pierre-Yves. Donc une première question a été posée par Myriam un peu plus tôt sur la classification des clients et les données qui ont été utilisées. Donc je repose la question de Myriam. La classification des clients est faite sur la base de quelles données? Historique d'achat pour l'interrogation, données personnelles, autres. Et quelle est la volumétrie approximativement? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je peux prendre la question, si ça va à tout le monde. Bien sûr. Donc, dans ce cas d'usage, on est parti sur des données, des données publiques qui représentaient l'historique de vente d'un retailer. Donc, basiquement, dans cette histoire, la classification a été faite à partir de différentes sources, internes et externes. En termes de sources internes, on a effectivement l'historique des ventes. Donc, typiquement, l'historique des ventes, c'est toutes les transactions aux différents points de vente qui sont stockés, qui ont été utilisés. Lié à ça, la performance historique des campagnes marketing. On l'a vu un petit peu à la fin, on est capable d'avoir des métriques sur qui a été plutôt positif sur quel type de campagne. On est capable d'utiliser ça en historique pour créer et modéliser un modèle de classification. Ensuite, comme l'a dit Nelson, on a utilisé des données de fidélisation. Ça veut dire qu'en fait, tous les clients qui étaient encartés, on était capable d'avoir leur adresse, leur ville, à peu près leur catégorie sociale et le nombre de personnes dans leur foyer. Donc, ces informations-là ont été aussi critiques pour créer le modèle. Et en termes de sources externes, ce qui était intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a donc l'adresse de la personne, on est capable d'en ressortir des données démographiques. Typiquement, la ville, sa population, à peu près voilà, le salaire moyen ou on va dire le taux de revenus de chaque quartier. Et donc ça peut être aussi intéressant pour être en input de notre modèle de classification. Ensuite, pour les volumétriques de données, donc encore une fois, c'est des données qui représentent des échantillons de la vie réelle, mais pour donner un ordre d'idée, sur les transactions d'achat, donc l'historique d'achat, on était sur quelques millions de lignes, typiquement. Et pour le nombre de clients, on avait 1500 profils clients avec leurs données encartées. Merci Hugo. Nous avons une deuxième question de
de Myriam qui nous demande quel profil vous aviez dans l'équipe pour réaliser l'intégration des outillages utilisés, quel type de compétences? Nelson, est-ce que tu veux prendre la question? Oui, bonjour. Et mon profil, c'est plutôt, j'ai travaillé plusieurs années dans data visualisation et je suis maintenant travaille avec l'équipe de Christophe et en tant que data scientist. Et pour mettre à disposition, j'ai travaillé avec Hugo qui m'a aidé à configurer DataIQ dans le cloud d'Azure. Par contre, les autres clouds ont été mis à disposition comme software as a service de la partie de TalkSpot et de la partie de Snowflake. Mais je ne sais pas si TalkSpot veut ajouter quelque chose de détail. Oui, Myriam, est-ce que, juste pour que je confirme que j'ai bien compris votre question, c'est par rapport au profil dans la société ou la société client ou par exemple chez ThoughtSpot dans nos équipes? Ou les deux? Alors, je peux peut-être préciser ma question. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, en fait, peu importe, moi, enfin, je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez présenté, donc l'intégration des différents outillages pour valoriser de la donnée. Et je me demandais si, par exemple, on avait besoin de profils très orientés data engineering, par exemple. Est-ce qu'il y a énormément de développement? Est-ce que c'est plutôt très low code? Enfin, j'étais plutôt dans ce genre de questionnement. Je ne sais pas si c'est plus clair. D'accord, ok. Donc, c'est plutôt par rapport à l'intégration, par exemple, dans ce cas de ThoughtSpot dans votre environnement, par exemple. Oui, d'accord. D'accord, ok. Pour nous, ThoughtSpot se connecte directement au Cloud Data Warehouse. Donc, là, c'est-à-dire Snowflake ou BigQuery, Redshift, Synapse. Donc, la connexion se fait en direct, vraiment en quelques minutes. Donc là, cette partie-là, ça se fait assez de façon automatisée. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'on prend en compte déjà désolée, je ne connais pas le mot en français, mais le joins et les tables qui sont déjà dans le cloud. Donc, on prend tout cela de façon automatiquement. Et après, cela prend peut-être une demi-heure de créer ce qu'on appelle un worksheet, ce qui fait en sorte que les données dedans puissent être interrogées facilement avec les mots-clés en mode search. Oui. Côté nous, on a toute une équipe de sales engineers et customer success qui aident nos clients à faire cette partie de l'intégration et aussi de les aider à faire en sorte que le niveau d'adoption s'élève à plus de 80%. Et on travaille évidemment très, très proche avec le Snowflake, par exemple, ou Octo, ou le partenaire en termes de l'intégration. Donc, il y a la façon facile dont ThoughtSpot se connecte à votre environnement cloud, mais aussi l'environnement et l'écosystème de personnes aussi. J'espère que cela a bien répondu à votre question, Myriam. Je peux peut-être ajouter un élément côté DataIQ, donc pour faire très court, mais pour aller dans le même sens que Laura. Ce qui est bien dans l'exemple qu'on a montré ici, c'est que tout est facile à intégrer ensemble. C'est-à-dire que DataIQ vient aussi avec une multitude de connecteurs out of the box, et typiquement un pour Snowflake. Donc, tout ce qui est data engineering, c'est toujours des problématiques qui sont hyper pertinentes et clés dans un projet. Là, ici, l'intérêt, c'est que c'est très simple de se connecter aux données Snowflake, et qu'à partir de là, un profil qui n'est pas du tout data engineer, par exemple un profil data analyst qui veut uniquement travailler en visuel, pourra aussi faire ces modifications et transformations de données de manière tout à fait transparente et fluide, sans avoir un goulot d'étranglement en amont pour la connexion de données. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'on a pu montrer aujourd'hui, de la facilité d'accès et d'intégration entre les différentes briques. Yeah.
Je vais compléter côté Snowflake. Et du coup, ce qu'on a vu dans la démo, c'est qu'en fait, on passe d'un environnement à l'autre sans couture, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur, elle est continue, que l'on passe par ShotSpot puis Dataiku, et après, on revient dans ShotSpot. Et en fait, la donnée, elle est hébergée dans le socle de données Snowflake, et donc les utilisateurs peuvent capitaliser sur toutes ces données qui sont chargées, enrichies, pour générer les insights et ensuite les partager. Ce qu'on a vu à la fin du scénario, c'est que via le partage sans couture de Snowflake, en fait, le fournisseur va accéder aux données enrichies pour les consommer dans son propre environnement. Et encore une fois, sans couture, grâce à l'intégration entre tous les outils. Il y a peut-être une question de nouveau pour toi, Eric, une question posée par Marc qui nous demande, une fois les données du distributeur mises à disposition de Gallia Viande dans Snowflake, y a-t-il des mécanismes de sécurité qui empêchent Gallia Viande de les copier et les conserver? Alors, quand on fait le partage, on choisit les données qu'on va vouloir partager. Après, dans la mesure où elles sont partagées, le consommateur peut en faire effectivement ce qu'il souhaite. Dans la pratique, après, ça dépend ce qu'on va chercher à faire comme partage, mais quand on est dans des scénarios entre des retailers et des fournisseurs, ou alors dans les médias, on peut mettre en place des mécanismes qui visent à ne pas exposer la donnée granulaire et à n'exposer que des données agrégées. Alors, ça s'appelle une data clean room. Donc, on peut faire ça dans Snowflake aussi, c'est-à-dire que le fournisseur n'aura pas forcément accès à toute la donnée unitaire. Il aura accès, il pourra jouer des requêtes qui lui donneront des agrégations au-dessus uniquement. Et de ce fait, il ne pourra pas exporter la donnée granulaire. Question qui nous est posée sans doute, qui est posée sans doute à toi, Hugo. Y a-t-il possibilité de brancher Dataiku à Kafka afin de gérer le temps réel? Donc, dans les nouvelles versions de Dataiku, donc on travaille actuellement effectivement pour pouvoir utiliser de la donnée en temps réel à travers Kafka. Je vais du coup quand même en profiter pour faire une parenthèse, dans le sens où il est souvent intéressant de se demander si les cas d'usage qu'on veut réaliser nécessitent vraiment du temps réel ou alors du pseudo-temps réel. Donc, par exemple, du batch à la minute, à la demi-heure, à l'heure, etc. Donc, c'est juste des problématiques qu'il faut discuter, qui sont intéressantes pour vraiment identifier à quel moment le temps réel apporte une vraie valeur ajoutée. Mais sinon, effectivement, on travaille pour pouvoir se connecter à du Kafka en temps réel. Je complète également. Et du coup, sur la data platform, on aurait tendance à brancher l'alimentation continue sur la plateforme de données. Donc, côté Snowflake, on a un connecteur Kafka qui va permettre d'alimenter en continu la plateforme. Et ces données pourront être consommées aussi bien par ShotSpot que par Dataiku pour affiner les modèles. Est-ce que cela répond à la question posée? Je crois. Hein. Ah, du coup, il y a un complément. Y a-t-il du coup des triggers sur les databases pour détecter les nouvelles lignes? Alors, je peux prendre une partie de réponse, hein, peut-être que Eric complète, mais en tout cas, côté Dataiku, quand vous faites une connexion à une base de données, donc vous voulez, par exemple, automatiser des processus et, par exemple, vous voulez le faire quand des nouvelles lignes sont rajoutées. Et donc, effectivement, vous pouvez rajouter un trigger qui fait que quand des données sont modifiées ou rajoutées, vous pouvez relancer les traitements et donc automatiser complètement les processus comme ça. Et alors, je complète encore une fois pour les fonctionnalités côté Snowflake. Alors, dans Snowflake, on peut faire du change data capture. Donc, on peut capturer les modifications qui sont apportées dans des tables pour déclencher des traitements. Donc, ça s'appelle Stream dans Snowflake. Et notamment, ça pourrait être utilisé chez le fournisseur dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux insights qui sont disponibles via un partage, le fournisseur pourrait déclencher des enrichissements de son côté pour croiser ces nouveaux insights avec ses propres données et générer des nouvelles informations. Merci à vous deux. Une question sans doute pour Laura. ShotSpot réplique-t-il les données ou gère-t-il le caching quand il délègue? Pardon. Merci David. Il délègue les requêtes à Snowflake. Oui, merci David pour votre question. Non, pour ThoughtSpot, on ne cache pas le données. Donc, on ne stocke pas les données, on ne cache pas, on ne duplique ou réplique pas les données. Donc, toutes les données restent en fait dans le Cloud Data Warehouse. Donc, dans votre exemple, dans Snowflake.
Et donc, c'est pour cela que nous avons la réponse en vraiment quelques secondes, parce que la requête se fait directement dans les données dans le cloud. Merci Laura. Du coup, Myriam rebondit sur les échanges précédents autour de Kafka. Non, mais quel intérêt de faire des triggers dans ce cas? Si on a un Kafka et qu'on a un événement qui arrive, on le sait, donc on peut déclencher directement les traitements adéquats, non? J'imagine que c'est également pour Hugo et Eric. Donc, de niveau de réponse, on n'a pas toujours forcément un Kafka. Donc, quand on utilise effectivement une arrivée en temps réel, dans ce cas-là, le processus va être en temps réel. La notion de trigger n'est pas forcément pertinente. Par contre, quand on travaille avec une database qui va être remplie et mise à jour au fil du temps, on n'a pas du tout de Kafka. Donc là, c'est intéressant d'avoir les triggers pour justement identifier les modifications dans cette table de la base de données. Merci Hugo. Avez-vous d'autres questions? A priori, plus de questions. A priori, plus de questions. C'était un plaisir de partager cela avec nos 3 partenaires et avec vous. Comme on s'approche de 10 heures, on propose peut-être de s'arrêter là. Merci à toutes et tous et excellente journée, à très bientôt.